Jean-François Beauchemin a travaillé pendant une dizaine d'années comme réalisateur à la radio. En 2004, une grave maladie l'entraîne à quitter Radio-Canada. Il se consacre dès lors à l'écriture à temps plein. Avec La Fabrication de l'aube, qui relate l'expérience de sa maladie, il entame une trilogie consacrée à la beauté tragique du monde. Son dernier livre, Une enfance mal fermée, rassemble et explore, à travers l'évocation de souvenirs familiaux, les traces que laisse l'enfance dans le cheminement de l'être face à la complexité du monde. Il propose aussi une réflexion méditative sur le métier d'écrivain. Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Ce que nous essayons de faire à travers cette série d'émissions diffusées au Canal Savoir, c'est de mesurer un peu mieux les principaux enjeux qui traversent notre époque, qui la troublent ou qui l'avantagent, et de nous faire réfléchir aux alternatives et aux moyens d'agir en citoyens que nous sommes. Alors, un des enjeux, il a fallu l'étrier, vous imaginez bien, un des enjeux que nous avons choisi porte sur le processus de création, parce qu'il me semble que dans la société d'aujourd'hui, on copie beaucoup, on duplique, copier-coller, mais on ne crée pas souvent. Et alors, j'ai le bonheur de faire ça aujourd'hui avec Jean-François Beauchemin. Bonjour. Bonjour. Et vous remarquerez la présence de Rodney Saint-Éloi, qui est sur ma droite, mais qui est tout à fait à gauche de sa tribune, et qui, lui, va nous écouter, partager ce que nous allons échanger. Et en deuxième partie, je vais aller le retrouver avec gourmandise, si j'ose dire, pour voir un peu comment il réagit, mais au bon sens du mot, au sens aéronautique du mot. Il réagit au propos de Jean-François Beauchemin et à nos questionnements. Alors Jean-François, peut-être d'abord, il y a quelque chose qui vous a présenté avant dans l'émission, une chronique, mais on va partir de votre livre. C'est assez normal pour un écrivain, mais il y a des écrivains qui feraient mieux de ne pas écrire, tandis que vous, là... Oh, vous êtes dur pour mes collègues écrivains. Je ne citerai pas de nom. Et donc, vous venez de sortir, si j'ose dire, d'accoucher aux éditions Le Méac d'un livre qui s'appelle « Une enfance mal fermée ». Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par là. En général, quand on dit que quelque chose est mal fermé, il y a un problème. Il y a une cicatrice, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, c'est ça. Ce que ce titre veut souligner, c'est simplement le fait que, enfin, en ce qui me concerne, l'enfance n'a jamais, la porte de l'enfance n'a jamais été fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore terminée, quoi. Oui, c'est une image. OK, donc faut pas prendre ça dans le sens de mal formé ou je sais pas quoi. C'est pas problématique. OK. Et donc, si la porte est entrouverte, on le comprendra, on y jette un coup d'œil, par cette espèce de fente, là. Oui, c'est ça. On pourrait imaginer, donc, Jean-François Beauchemin, en haut d'un rempart, peut-être, puis la nuit est presque finie, là, puis il est là, puis il tombe un peu de sommeil, des fois. Parlons d'un veilleur. C'est ça. D'un veilleur, effectivement. La nuit tombe et moi, je suis là, je ne dors pas, je n'ai pas l'intention de dormir, ni de m'endormir bientôt, de m'assoupir. Je suis là, je veille et j'observe. Et en observant, j'écris, puisque je suis écrivain. Et ça donne ces carnets-là, ça donne des livres comme ça. C'est un livre d'observation, c'est le livre d'un observateur du monde et du temps qui passe. Et de la nature. Et de la nature et des gens, et des animaux. Et du ciel. Et du ciel nocturne, du ciel étoilé, que j'aime tant depuis toujours. D'ailleurs, les étoiles, vous en parlez souvent, bien sûr, mais c'est comme si... non seulement vous les regardez dans le ciel, mais vous aimeriez que ça vous traverse, Oui. Ben c'est quelque chose qui m'a toujours... c'est très mystérieux, le ciel étoilé. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. D'autant plus, peut-être, que ce ciel-là, que j'ai toujours observé la nuit, m'a toujours été et me sera à jamais inaccessible. Et moi, j'aime bien les choses inaccessibles.
Inaccessible étoile. Vous avez traversé une nuit très particulière, on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail, mais... N'empêche que ça a teinté tout le reste. C'est ça. Un jour, vous vous êtes retrouvé par terre, terrassé par un accident biologique, un accident corporel. Par la maladie, c'est ça. 6 mois d'hôpital. Oui, 5 mois au moins, en tout cas. Et un coma très prolongé, et puis... il n'y avait plus grand espoir, mettons. Oui. Et puis, un éveil, surtout. Oui, c'est ça. Vous avez entendu la voix, vous le dites d'ailleurs, la voix de l'infirmière, qui était pourtant d'une douceur infinie, mais pour vous, ça a fracassé. Ça a été un fracas. La première chose que j'ai entendue, en sortant de ce coma, c'est « Bonjour, Monsieur Beauchemin ». Et alors, quand j'ai entendu mon nom, comme ça... être prononcé, ça a été pour moi comme... comment je pourrais qualifier ça? Ça a été une révélation, ça a été un coup de tonnerre. OK. Parce que je me suis dit... Mais vous étiez dans les étoiles, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas loin du paradis, là. Mais c'est un fait que je l'ai perçu un peu comme un appel. C'est comme si on me rappelait, un rappel, en fait. C'est comme si on me rappelait à la vie. Et là, vous êtes, j'allais dire, passé de l'industrie radio-canadienne à l'artisanat menu et discret de celui qui se lève tous les matins, qui prend une plume et qui écrit. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un gros changement, mais en même temps, c'est une suite logique, c'est un prolongement logique à ce que je faisais déjà jusqu'à un certain point, dans la mesure où j'ai toujours été... Là, on parle de mon travail à Radio-Canada, mais à côté de ça, il y a toujours eu dans ma vie cette espèce de volonté et de réalité aussi de création. J'ai toujours été un artiste, au fond. Je l'étais dans le ventre de ma mère, fort probablement, et je le suis encore 55 ans plus tard. Je l'ai été toute ma vie. Alors, le jour où ma vie a basculé de la façon dont on vient de l'évoquer, je pense qu'au fond, c'était attendu, c'était normal, c'était logique que ça se passe et que ça se passe comme ça, que je me consacre donc dorénavant, pour le temps qui me restait, à la création. Vous avez en quelque sorte à raconter votre vie. Oui. Votre papa, votre maman, vos frères et sœurs. Je l'ai beaucoup fait, c'est vrai, je l'ai beaucoup fait. Dans les livres qui ont suivi pendant quelques années, j'ai écrit des livres, pas mal autobiographiques. C'est ça. Pas toujours, mais souvent. Pourquoi? Je pense que j'avais besoin, au fond, justement, de réaffirmer ma présence sur la Terre. Je suis revenu dans cette vie. Et j'avais besoin de le dire à qui voulait m'entendre, évidemment. Là. Moi, je ne prétends pas que ma vie et que ma petite personne soit si importante, là, mais à qui voulait m'entendre, je pense que j'ai éprouvé ce besoin-là de réaffirmer le fait que je suis encore là et que j'ai encore des choses à faire, à dire. Plus importantes même qu'avant, sans doute. Plus chargées de sens. Et puis finalement, depuis pratiquement que vous avez changé d'éditeur, là c'est les calepins, c'est les carnets de notes. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce sont davantage, je pense, au fond, la perspective s'est élargie. Ce à quoi je m'attarde davantage dorénavant, c'est non plus sur ma propre expérience, mais sur l'expérience de la vie elle-même. C'est-à-dire les gens qui m'entourent, on l'évoquait tout à l'heure, les paysages, le ciel, les animaux, la vie à la campagne, la vie à la ville, c'est tout ça. C'est tout ça maintenant que je décris, que j'évoque, et que je fais pas seulement décrire et évoquer, mais que je tente aussi de décortiquer, de trouver un sens. Je soulève des pierres, au fond, et je regarde ce qu'il y a en dessous. C'est souvent intéressant. Ouais. Vous racontez plus votre vie, vous racontez la vie. C'est ça. C'est ça. Disons-le comme ça. Une certaine vie, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de vie pareille, mais et puis il n'y a pas deux façons de voir la vie qui sont... Alors on va en venir à votre travail. Oui. C'est pas un emploi, mais c'est un travail d'écrivain. Et en particulier, il y a un texte vraiment savoureux dans lequel vous dites: le moment est venu d'expliquer clairement le défi. Pourquoi je suis écrivain? Oui.
Je dirais pour commencer que j'ai écrit parce que je n'avais pas de talent pour la musique. Ouais. Alors quand on connaît vos bouquins, quand on sait les émotions par lesquelles on passe, on dit mais non, c'est pas vrai. Bien sûr, il savait peut-être pas taper sur le piano et puis sur d'autres instruments, puis ça a été un martyr. Mais là, c'est de la musique. Mais alors justement, à défaut d'être capable physiquement, concrètement, de taper sur un piano, ou de gratter une guitare ou de souffler dans une flûte, j'ai fait de la musique autrement. Et comme je n'ai pas pu le développer sur un instrument particulier, ben je l'ai développé avec ce dont je disposais, c'est-à-dire un talent pour les mots. Avec la parole. C'est ça. Mais quelle mélodie, quelle musique, sans vouloir vous flatter. Ben ça a pris du temps, cela étant dit. Hein. À l'époque, vous imaginez qu'il y a 15 ou 20 ans, j'étais capable de faire de la musique avec les mots. Oui, mais par contre, j'ai trouvé ça amusant, je vais lui dire ça. Ouais. Vous signalez à un moment que vous avez eu un loyer sur la rue de Châteaubriand. Alors, j'ai dit, ça y est, les filiations sont retrouvées. Ouais. Parce qu'il y a de ça, et au lieu d'une enfance mal fermée, je me disais, les mémoires d'outre-tombe après ce qui lui est arrivé. C'était un rapprochement que je n'avais pas fait, mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire. Oui. C'est vrai que j'ai demeuré sur la rue de Châteaubriand pendant quelques années. Parce que Châteaubriand, c'est ça, c'est la musique avant toute chose. C'est vrai. Ah, mais je n'avais jamais pensé à ça, c'est drôle. Vous faites des liens que je ne fais pas. Des hasards de la vie. Ce qui arrive souvent avec mes lecteurs, d'ailleurs. Oui. Mes lecteurs, mais souvent, je ne sais pas si Rodney vit la même chose, on le saura peut-être tantôt, mais je rencontre tellement souvent de gens, de mes lecteurs, qui me disent, dans votre livre, là, X, ou dans tel autre, j'ai trouvé ça, ça ou ça. Et là, je leur dis, ah oui, mais moi, je n'ai pas mis ça dedans. C'est vous qui avez trouvé ça, c'est pas moi. Ça, c'est très curieux. Hein? Les gens voient des choses. Et puis, moi, ça me fascine et ça m'émerveille à chaque fois. Mais on met ce que ça veut dire, au fond, c'est qu'on porte des choses. Hein? Comme écrivain, comme artiste, comme personne humaine, on porte des choses et on les transpose dans nos œuvres. Et puis, à force de soulever... Sans le savoir. On soulève des cailloux dans votre campagne de Sainte-Anne-des-Lacs, si je comprends bien. Ouais. Et puis, il y a le gros chien qui est pas loin. Ça. Lui aussi, il voit des tas de choses, il entend des tas de choses, il sent des tas de choses, parce que, justement, vous avez soulevé une pierre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est curieux, parce que les pierres qu'on soulève, qui nous sont pourtant familières, ce qu'il y a dessous est complètement mystérieux. On découvre des choses. Et ça, c'est une image intéressante, je trouve, parce que c'est exactement l'image de l'âme humaine. Hein? Quand on retourne l'âme, ou l'esprit, ou la conscience, appelez ça comme vous voulez, mais quand on retourne cet objet-là, si mystérieux, on y découvre des choses qui nous sont apparemment étrangères. On y découvre littéralement de nouvelles choses. C'est très mystérieux d'être en vie d'abord. D'abord, qu'il y ait de la vie sur ce caillou, et sûrement partout ailleurs d'ailleurs, et que nous, on soit là, et qu'on soit capable de penser cette vie-là en plus, qu'on ait une conscience, c'est quand même formidable. Hein? Oui, oui, mais en même temps, on est comme une étoile qui est très filante. Elle va mourir. Hein? Oui. Mais nous, on meurt, mais la vie demeure. Oui. Qu'est-ce qu'il disait Apollinaire? Comme l'espérance, que la vie est lente, mais que l'espérance est violente. Hein? C'est ça. J'aimerais ça retrouver Rodney, pourrait sûrement nous aider. Oui, sûrement, on va lui demander ça tantôt. Mais c'est une belle phrase, ça aussi, parce qu'autrement dit, on a beau... Le temps passe lentement. Vous citez Éluard, on va le mettre aussi en premier plan, qui dit donc « Il y a un autre monde, mais il est ici. » Oui, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est ça. Autrement dit, ça revient justement à ce qu'on évoquait il y a une seconde, à savoir que cette vie-ci, ce monde-ci est plein de mystères. Il contient beaucoup de mondes en lui-même. Il y a des mondes, étrangement, qu'on parvient pas toujours à expliquer et à saisir. Surtout. Mais c'est peut-être ça l'intérêt de celui qui soulève les pierres, c'est celui qui remplace les réponses toutes faites par des questions. Oui, c'est sûrement ça l'intérêt. Oui, c'est pour ça, le monde contenu dans le monde de la phrase d'Éluard, c'est ça.
C'est le monde qu'on découvre quand quand on soulève la pierre. Mais sous forme de questions. Oui, oui. Hein, c'est ça. Les réponses sont des erreurs. Oui, c'est ça. Hein? On soulève la pierre et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Oui. Et on ne le sait pas. Oui. Alors, vous gardez finalement, ça rejoint l'esprit d'enfance dont on parlait tout à l'heure. Elle est mal fermée, heureusement. Oui, oui, parce que vous faites bien de le souligner, parce que moi, je pense qu'au fond, l'essentiel des questions que je me pose et que je pose dans mes livres, et l'essentiel de cette espèce de quête que j'ai, qu'au fond, que je poursuis, c'est celle d'un enfant. C'est celle des enfants. Je n'ai jamais cessé de m'émerveiller devant la vie. Je n'ai jamais cessé de questionner les choses mystérieuses, belles. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. C'est ça. Et ils vont d'une question à l'autre, ils rebondissent d'un caillou à l'autre. Et ce qui les intéresse, au fond, c'est pas tellement les questions qu'ils posent. Oui. C'est pas tellement les réponses, les réponses qu'on leur fait, oui. Surtout qu'elles sont souvent à côté de la plaque. Oui, c'est ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup réfléchi à l'avenir et que vous réfléchissez beaucoup à l'avenir. Alors, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui va se passer, là? Alors moi, j'en sais trop rien, mais j'ai ma petite idée là-dessus, mais encore là, c'est ma petite idée personnelle. D'abord, moi, je suis assez confiant. Hein. On répète partout, là, je ne sais pas si c'est la mode ou si on se laisse influencer par ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit, mais je trouve les gens très pessimistes à notre époque. C'est peut-être l'époque qui veut ça. Hein, j'entends, moi, tous les jours, des gens dire qu'on court à notre perte, qu'on s'en sortira pas. C'est la fin du monde. Que c'est la fin du monde qui nous guette. Alors moi, je ne crois pas à ça une seconde. Alors, ce que je crois, c'est qu'évidemment, les temps à venir seront difficiles. Le prochain siècle sera extrêmement difficile, certainement. Mais ce que je crois, en revanche, c'est qu'il va arriver un jour, un moment, où justement on sera au pied du mur. Notre bêtise, notre folie nous aura amenés jusque-là. Et là, on n'aura pas le choix. Là, à ce moment-là, on fera les bons choix. Là, à ce moment-là, on pensera véritablement à l'avenir. On y pensera véritablement, parce qu'en ce moment, on ne pense pas véritablement à l'avenir, on pense au court terme. Mais le jour où on sera au pied du mur, où on n'aura plus le choix, on fera les bons choix, justement. Et là, ça va commencer à bien aller. Et là, je pense qu'on va atteindre, que l'humanité va changer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les hommes, les femmes, les enfants aussi, il y aura une prise de conscience. C'est un cliché de le dire, mais les choses vont changer pour le mieux. On arrêtera de se tirer dans le pied, on arrêtera de tout salir, de tout saccager, on arrêtera de tout détruire au nom de la finance et du capitalisme galopant, qui sont des systèmes là, qui fuient de partout d'ailleurs, on le voit, là, tout ça va s'écrouler un jour et ce sera remplacé par autre chose forcément. Et moi je pense qu'à la fin de cette époque-là, qui s'en vient, là, quelques décennies, je pense, nous séparent de ça. Après ça, après cette immense crise et ces grandes difficultés qui nous attendent, peut-être pas ni vous ni moi, mais nos enfants, leurs enfants à eux, après ça, je pense que les choses vont se replacer et on va se diriger vers un monde meilleur. Autrement dit, ça vaudra le coup, et ça vaut le coup, quand on regardera, quand quelqu'un écrira votre biographie. Oui. Hein, il dira, quel mystère, ce beau chemin. Ça vaudra le coup de se dire, ah, j'ai été au bon endroit, au bon moment, le patrouilleur dont vous parlez, non pas dans le char de police, mais sous les étoiles. Alors, c'est peut-être là où, justement, l'idée de patrouille et de veille prend tout son sens. Moi, je pense que c'est important à notre époque, maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans un avenir éloigné non plus. Mais que quelques personnes veillent au grain et puis disent ces choses-là. Alors, on avait un veilleur, Rodney Saint-Éloi, et je vais maintenant me diriger vers lui. On va l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci pour cette première partie. Jean. Rodney Saint-Éloi est un poète, un essayiste et un éditeur. Poète, il a publié une dizaine de livres de poésie, dont « J'ai un arbre dans ma pirogue ». Il est avant tout un activiste littéraire, grand défenseur de la littérature monde. Il est beaucoup et souvent intervenu pour promouvoir la diversité des cultures et des imaginaires.
Rodney Saint-Éloi, alors bonjour d'abord, bienvenue sur le plateau de Dialogue. On peut dire que vous êtes un poète, un essayiste, un organisateur communautaire d'événements, puisque vous partez au Salon du Livre de Paris. Mais revenons j'allais dire à nos moutons, mais c'est pas nos moutons, Jean-François Beauchemin. Première impression? Oh, moi je suis en fait séduit. Je suis en fait très surpris d'entendre une parole que je dirais très neuve. Et quand j'ai bien aimé le fait de parler de veilleur, quand le fait de regarder, de se regarder, de se représenter en tant qu'écrivain. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce que disait Jean-François Beauchemin, c'est en fait, on a de petits corps, on a de petites vies, et il y a d'autres vies que les nôtres. Et c'est important, pour employer une formule chère à Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. On a vu que c'est un écrivain qui est en lien pas avec son ego, mais en lien avec une certaine altérité. Et c'est justement cette altérité qui le conduit vers quelque chose qui le dépasse, qui ressemble à Dieu, qui prend n'importe quelle forme, la forme du mystère, la forme de l'invisible et la forme de la musique. On a rarement vu de romanciers, de gens qui écrivent de la prose parler autant de poésie et parler. Il y a une spiritualité, quelque chose de hiératique, quelque chose qui élève. C'est comme si on regardait le ciel étoilé. Il disait qu'il aime beaucoup. Jean-François Beauchemin parlait beaucoup du ciel étoilé, et j'ai l'impression que c'est le même chemin qu'il nous offre dans ses écrits. Okay. C'est-à-dire une quête de sens, mais qui sort de soi. Parce que d'habitude, il y a beaucoup d'écrivains qui restent dans leur propre ego, qui restent dans leurs traces, alors que là, on a vu qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a cette aventure du langage, et on ne sait pas où ça va mener. Est-ce que c'est parce que Jean-François Beauchemin n'habite pas dans un quartier hyper dense de Montréal, par exemple, et il est entouré de la nature, il a parlé des animaux aussi. Sa femme le rejoint, elle travaille à l'extérieur de la maison, mais on sent qu'il y a là un univers aussi très, très nourrissant. Est-ce que c'est ça qui amène... Non, moi je pense qu'il y a un appel au temps et à l'espace chez lui qui est important, puisque l'appel au temps, on est dans une contemporanéité qui tue. On est dans des espaces fortement urbains qui nous font oublier ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est qu'un ciel, ce que c'est que le sourire d'un enfant. Donc, on n'est pas souvent dans l'altérité. On est trop pris dans nos propres affaires, et nos propres affaires, c'est un ensemble d'angoisses qui nous font oublier la musique du monde. Et là, on est dans les véritables bruits du monde. Et c'est quelque chose d'intéressant quand j'ai écouté Jean-François Beauchemin parler, en fait, de la porte de l'enfance. Et c'est important d'être connecté, d'abord avec soi-même, avec l'enfant qu'on a été ou qu'on est encore, puisque c'est jamais fini. Parce que je ne pense pas que l'enfance, c'est quelque chose, c'est une porte qu'on peut fermer pour traverser. Mal fermée, ailleurs. en tout cas. Et oui, mal fermé, mais je pense que c'est bien fermé parce qu'il reste l'enfant. Oui, c'est ça. Oui, il est toujours émerveillé par tout. Et je pense que c'est ça qui caractérise l'écrivain, c'est cette petite voix qu'on écoute, comme l'infirmière qui disait « Monsieur Beauchemin », c'est cet appel et c'est cette épiphanie. Donc je pense qu'en lui, il trouve cette épiphanie. Donc qu'il soit... En fait, je ne pense pas que le territoire, c'est un territoire intime. Ce territoire qui nous lie aux choses qui nous entourent. On peut être dans une ville, on peut être en province, on peut être, etc. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas seul. On est avec les objets qui nous entourent, on est avec cette nature qui nous entoure. Donc, on est beaucoup plus respectueux quand on peut. Et je pense qu'on écrit mieux quand on écrit dans cette totalité monde qui nous entoure. OK. Ce qui m'a frappé aussi, c'est on a beaucoup parlé de la nuit. Oui, oui. Hein? Oui. La nuit, les étoiles, la journée. Je ne sais pas si Jean-François Beauchemin est un écrivain du soleil. C'est plutôt un écrivain des étoiles. Oui, c'est intéressant parce que la nuit nous met dans tout le paradoxe, puisque la nuit, le veilleur, c'est comme s'il il attend le jour. C'est comme si c'est avec son action
que le jour va se lever. Et je me rappelle un ami écrivain, Patrick Chamoiseau, un ami écrivain martiniquais, qui disait que son frère, qui était mathématicien, et répétait les vers de Césaire au bout du petit matin. Cette ville plate étalée, cette foule si criarde, si étonnamment passée à côté de son cri. Et tous les matins, le frère répétait cahier d'un retour au pays natal. Il le disait comme ça. Et dans la tête de Patrick Chamoiseau, qui avait peut-être 7 à 8 ans, il pensait que c'était les vers d'Aimé Césaire qui faisaient lever le soleil. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une magie dans la nuit, et je pense que c'est important chez Jean-François Beauchemin que cette nuit-là, cette nuit va accoucher de quelque chose qui est tout le contraire de la nuit. Et c'est pourquoi cette nuit, elle est importante, parce qu'elle annonce autre chose. C'est ça, c'est ça. Et la nuit, j'allais dire, on dort. La nuit, on respecte son rythme naturel. La nuit, les choses se font pas forcément d'une façon visible, mais en tout cas d'une façon, comme je dirais, naturelle, ordinaire, fidèle à elle-même. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est ça, l'art c'est peut-être d'écrire? Parce que Jean-François Beauchemin a parlé de réaffirmer la présence sous terre. Et je pense que l'art d'écrire, c'est aussi l'art de la lenteur, l'art de la méditation, parce que je pense qu'on n'est pas dans le fast-food, on n'est pas dans le fast-écriture. Donc écrire, c'est regarder. On a beaucoup parlé de regarder, c'est un regard sur le monde, un témoignage sur soi et sur le monde. Comment habiter le monde? On rêve d'habiter le monde, donc on ramasse ses ombres. Et c'est important puisque la nuit nous permet, la nuit facilite cette espèce de méditation, cette espèce de saisie de soi, de l'autre et du monde. Parce qu'en fait, on est dans des univers assez contrastés la nuit. Donc on passe d'une chose à une autre, on passe d'une couleur à une autre, on passe d'une musique à une autre, on passe d'un grand silence à quelque chose qui ressemble à l'éveil. Et c'est intéressant quand Jean-François Beauchemin parlait de cet appel. Et cet appel de l'infirmière est venu comme une espèce d'éveil, comme une espèce de grande lumière. Puisque la nuit débouche, plus il fait noir et plus la lumière sera forte. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est tout le paradoxe de l'art. Et je pense qu'on est vraiment dans les chemins de la création. La modernité, mais j'allais dire une question à $3, mais on aura un spécial, je fais exprès de dire ça. La machine qui me paraît significative de la modernité, c'est la photocopie, c'est le tirage, c'est le double constamment multiplié. Est-ce que quand on voit Jean-François Beauchemin, enfin je le vois, je l'ai jamais filmé, mais il en parle dans son livre, il descend de sa chambre, il caresse son chien, il boit son café ou je sais pas quoi, et puis il se met à sa table de travail, et là, vraiment comme un artisan, ne sachant pas du tout ce qui va se passer pendant 3 heures, en sachant cependant qu'il y a un défi de création qui n'a rien à voir avec... Il ne va pas copier-coller sur Internet. Alors, il y a par rapport à la modernité multiplicatrice et apparemment féconde, il y a une réaction vigilante de quelqu'un qui commence quelque chose. Je pense que c'est très respectueux cette démarche parce que on est en fait je préfère l'artisan au technicien. L'artisan, il y a quelque chose d'inventif. Il y a quelque chose aussi de complexe. On ne sait pas à quoi on va arriver. Puisqu'en fait, c'est pas les mêmes gestes. Si tous les matins on oublie. J'aime dire qu'un imbécile avec 2 iPads reste toujours un imbécile. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont beaucoup de 15 000 trucs pour communiquer, qu'ils communiquent mieux. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens ont 10 000 trucs pour communiquer et ils communiquent pas du tout. Et on n'arrive pas à communiquer dans notre monde moderne. C'est-à-dire on est en plein échec de la modernité. On est complètement en plein échec. Donc je pense qu'il y a cette démarche. Pour saisir effectivement le monde, il faut être à distance du monde. Il faut vraiment être à distance. Et c'est important de ne pas laisser entrer chez nous les bruits du monde tous les matins.
Donc, on n'y peut rien contre les oiseaux. Ils peuvent rentrer chez nous, mais on peut fermer le téléphone. On peut décider de ne pas avoir d'ordinateur. Ça paraît bizarre. Quand je dis aux gens, je n'ai pas de cellulaire, les gens pensent que je suis fou. Quand je dis, c'est-à-dire qu'il faut, cet appel au temps et cet appel à l'espace est important pour l'acte de création. Donc, on peut être solidaire au monde, mais on a besoin de cette solitude-là. Cette solitude qui n'est pas une maladie, mais cette solitude, pour regarder, il faut qu'on regarde avec notre propre regard. Et je pense qu'on est tellement pollués, tous nos sens sont pollués, on a besoin de s'enterrer, on a besoin vraiment de se cacher pour regarder le monde, pour regarder par notre propre fenêtre. Parce que toute la pub, tous les gens, tous les vendeurs de voitures, tous les vendeurs, tous les gens qui sont dans l'immobilier, tous les gens qui vendent des tasses, tous les gens, toutes les télévisions du monde nous pourchassent pour nous vendre quelque chose. Il faut s'enfermer sur soi-même et dire, ici, on n'achète absolument rien. Et puis, on est dans ses propres rêves, on est dans ses propres pas. Et je pense que cette démarche, elle débouche sur une certaine autonomie, mais elle débouche sur une certaine capacité de médiation et de pensée de nous-mêmes et du monde. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Rodney Saint-Éloi. Puis on va se diriger vers l'homme dont on a tant parlé ces derniers temps pour un dernier débat. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, messieurs, pour cette dernière partie de notre rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on place le débat dans le décor de la société d'aujourd'hui. On a déjà commencé à le faire, mais en essayant d'approfondir ça davantage. Alors, je vais peut-être commencer par Jean-François, qui a été condamné à se taire et à écouter. Bon, quand vous arrivez à Montréal, venant de Sainte-Anne-des-Lacs, vous devez peut-être avoir le goût de repartir rapidement, tellement nous sommes dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde de la création. C'est un monde plus rapide que le mien, plus rapide, ça c'est sûr. Mais ça étant dit, je suis assez heureux, moi, de venir en ville, comme je le dis, parce que pour une raison bien précise, c'est que je vous apprendrai rien et je n'apprendrai rien à Rodney en disant que le travail de l'écrivain, c'est un travail de grande solitude. Ce qui est d'ailleurs en contradiction avec notre monde moderne, justement, pour revenir à votre question. Or, oui, cette solitude-là est nécessaire à la création, mais elle est aussi un peu cruelle, hein, dans la mesure où un écrivain, c'est justement un communicateur. Un écrivain doit travailler, oui, dans la solitude, mais il doit aussi avoir un interlocuteur, des interlocuteurs, le plus nombreux possible d'ailleurs, dans un monde idéal. Or, et c'est ça qui est le grand paradoxe de la réalité de l'écrivain, c'est qu'on travaille dans la solitude, justement, et on n'a pas d'interlocuteur à portée de la main si facilement. Alors, quand des écrivains comme moi qui vivent à la campagne viennent en ville, ben moi, je ne suis pas très malheureux de ça, au contraire. Parce que, enfin, je vois les gens, je leur parle, et puis on discute de toutes sortes de choses qui me nourrissent, moi, comme écrivain, évidemment. Je dis pas que je les vampirise, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vivre dans sa tour d'ivoire, comme écrivain, comme créateur. C'est sûrement vrai pour tous les artistes, d'ailleurs. Il faut, tôt ou tard, qu'on sorte de chez soi et qu'on aille dans le monde. Est-ce que c'est lié à l'écriture? Parce que, autrement dit, est-ce que c'est dans l'oralité, automatiquement, je parle pas tout seul, comme on dit, tandis que j'écris tout seul, ça, c'est hein? Est-ce que c'est lié à ça? J'imagine pas l'écrivain terré dans une campagne, je l'imagine pas comme ça, je l'imagine très libre et je l'imagine dans une espèce d'errance, dans une espèce de solitude, mais solitude avec les autres. Parce que la solitude n'est pas seulement le fait d'être enfermé sur soi,
c'est que l'écrivain ne peut pas être coupé du monde. L'écrivain est avec le monde, l'écrivain observe, l'écrivain regarde, l'écrivain suit, et l'écrivain est témoin de son temps. Mais en même temps, il faut que l'écrivain puisse avoir, en fait, la sensation de ne pas de courir après la réalité, de courir après le réel. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est la capacité de l'écrivain de négocier avec l'urgence du réel, parce que le réel passe d'une urgence à une autre. Lorsque l'écrivain a pour lui un temps qui est plutôt inscrit dans une éternité. Ah. C'est ça qui est quelque part dans l'éternité. On ne peut pas soulever dans le tourbillon de nos villes des cailloux comme vous le faites sur votre chemin. On peut certainement le faire. Il y a beaucoup d'écrivains urbains qui le font très bien d'ailleurs, mais enfin moi, je ne suis pas un écrivain de ce type-là. Ça me prend cette espèce de silence. Le silence est important dans la vie d'un écrivain. Ça me prend ce silence-là. Il y a des gens qui trouvent le silence dans les grandes villes, certainement, même au milieu du bruit. J'ai pas de difficulté à concevoir ça. En ce qui me concerne, ça me prend un silence presque absolu, enfin très très pur, pour pouvoir aligner les mots. Et et ça, je le trouve à la campagne. Oui. Dans cette espèce de silence qui dépasse en fait l'absence de bruit. Hein. C'est un silence. Dans le recueillement, finalement. Oui, c'est ça. C'est un silence intérieur. C'est le silence de la vie intérieure. OK. Parce que dans le tourbillon de notre société, dont je parlais tantôt en disant c'est la photocopieuse qui est la reine de tout ça, il me semble que vous êtes en train, en tant qu'écrivain, de rétablir, de contester, de réclamer le droit à la lenteur, le droit à... vous savez, je pensais quand vous disiez, Jean-François, les étoiles, hein, vous avez beaucoup parlé d'étoiles, et puis je pensais au bouquin du moine là, Thomas Merton, qui est La nuit privée d'étoiles, et je me disais, mais en ville, on voit plus les étoiles, tellement il y a de lumière, tellement il y a de néon, autrement dit, peut-être de néant aussi, non? Oui. Mais vous savez, les étoiles, on a des étoiles intérieures aussi. Hein, oui. Ce qui fait que même si on ne les voit pas au-dessus des édifices en ville, on les voit quand même, au fond. On en voit d'autres. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'un écrivain doit pénétrer à l'intérieur de lui-même. C'est la seule condition, qu'il soit en ville ou à la campagne, sous un ciel étoilé ou pas, s'il parvient à cette espèce d'entrée en lui-même, de descente en lui-même, c'est déjà beaucoup. OK. Mais je pensais aussi à la distraction pascalienne, hein? Le tourbillon de la consommation, le tourbillon du bruit, le tourbillon médiatique constant où on est toujours au théâtre, en fait, en représentation. Et puis voilà deux écrivains qui disent « Wow, minute, il faut avoir le droit de soulever les cailloux, il faut avoir le droit de regarder des étoiles et puis de les faire descendre en quelque sorte. » Et puis de travailler lentement. Oui, mais ça me semble être des trucs de base, hein, quand on est le moindrement artiste, en tout cas. Moi, je pense souvent on comprend trop vite ou bien on semble comprendre tout, alors que tout est complexe. Lorsque l'écrivain veut aller au fond des choses. Et puis, il faut prendre le temps de se remettre en question, de trouver notre propre voix. Parce que des fois, on croit qu'on parle et puis on est parlé. On répète pour revenir à la modernité. On radote. On radote et puis on fait ce que les autres ont fait. Donc, le geste doit être essentiel. Et c'est pourquoi il faut un peu de silence. Il faut un peu de silence pour saisir exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Pour travailler sur le langage, puisque il faut qu'on travaille sur le langage. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile de trouver cette petite mélodie, de trouver cette voix, et ça prend du temps. Vous pouvez écrire des dizaines de pages et sentir à ce moment précis que vous avez trouvé votre propre rythme.
Et c'est ça qui est intéressant. Ça, on peut le trouver en ville, on peut le trouver dans la campagne, on peut le trouver n'importe où. Mais il faut établir ce dialogue avec soi-même, qui est souvent perdu dans cette grande modernité, dans ces fureurs et ces bruits. On oublie qu'on existe. Et on oublie qu'il y a des choses qui sont essentielles. Est-ce que je vais poser une question tout à fait fantasmée. J'ai envie de vous interrompre, Oui, Jean, simplement pour ajouter quelque chose à ce que Rodney vient de dire, parce que ça m'apparaît vraiment intéressant. Et c'est ça qui est le paradoxe, c'est que, enfin, moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment que pour justement atteindre à l'universel, il faut passer par soi-même, il faut passer par l'individuel, comme artiste, comme écrivain, comme créateur. C'est un peu paradoxal, mais il faut passer par cette espèce de chenal qui est soi-même pour s'ouvrir sur le reste du monde. Oui, d'ailleurs, vous dites dans le livre, je ne sais plus où, là, qu'il faut devenir ce qu'on est. C'est ça, hein? Il y a une construction de soi. On vient de parler de la modernité. La modernité, est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le vacarme? Est-ce que c'est le fracas? Est-ce que c'est la sono poussée à bout? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Bon, oui, je reviens à ma question. Est-ce que votre éditeur, elle est fantasmée, hein? Elle ne vise personne, n'a pas l'impression que vous n'êtes pas assez productif? Parce que lui, c'est aussi un marchand de livres. Hein? Ouais, ben, moi, j'ai jamais, Dieu merci, c'est un athée qui vous le dit, Dieu merci, je n'ai jamais senti ce genre de pression-là d'aucun de mes éditeurs. Non, le problème n'est pas là, je pense. Qu'est-ce que la modernité? Ma foi, je ne le sais pas trop. Oui, c'est du bruit, oui, c'est de la vitesse, oui, c'est un besoin de performance, certainement. Mais en ce qui me concerne, je me sens pas très menacé par ça. Non. Je suis le rythme que m'imposent les mots. Et il se trouve que ce rythme-là est celui de la lenteur. La musique des mots me vient lentement. Et je sens pas que ça m'est imposé par qui ou quoi que ce soit. Alors, la modernité, en ce sens-là, si elle est vraiment le bruit, la fureur, et la vitesse et la performance, je me sens un peu comme à côté de ça. Pas indifférent à ça, mais je suis pas séparé d'elle, mais je suis à côté. Et en ce sens-là, ma foi, j'arrive à survivre. Ben, c'est peut-être à cette condition-là, en fait, que j'arrive à être écrivain. C'est parce que, justement, je suis à côté et non pas complètement enchevêtré. OK, il faut être à la fois adapté et inadapté, hein? C'est ça? La modernité, c'est l'accélération du temps et de l'espace. Donc, on accélère tout. Mais ce qu'il faudrait peut-être savoir, parce que quand on parle d'un lieu qui est l'Occident. Et moi, je suis dans des lieux complètement différents où la modernité, heureusement, n'a pas encore de grands ancrages. Et quand je vais à Casamance, donc je suis dans un autre temps, je suis dans un autre espace où il y a une espèce d'éloge à la lenteur. Où, en fait, avec la modernité, ce qu'on perd, c'est l'humain qu'on perd. On perd tout ce qui est humain. On perd nos propres gestes parce que la machine fait à notre place les gestes. C'est la machine qui communique. Donc, c'est le triomphe, c'est l'éloge de la machine. Alors que là, peut-être quand je suis dans un village haïtien, en dialogue avec le paysan, donc je suis dans une autre humanité. Parce qu'il y a en fait une superposition d'humanité, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et on peut aller en Gaspésie, on peut aller dans un village, et puis on voit tout le contraire de ce qu'on voit à Montréal. Et je pense que c'est toute cette richesse, toute la diversité du monde constitue une espèce de richesse. La modernité, en fait, c'est pas un phénomène si universel qu'on le croit. Quand je suis à Dakar, ou bien quand je suis en fait dans un village, je suis souvent dans des villages français, et puis je me trouve, c'est comme si j'étais dans un autre temps. J'ai été en résidence d'écriture une fois en Amazonie française, en Guyane. Et puis c'était complètement, je suis trouvé dans la forêt amazonienne, je me suis retrouvé avec des nègres marrons qui vivaient en forêt
Et c'était comme si j'assistais à une veillée où j'étais dans un autre temps. Donc, et puis c'est la France. Mais les gens, il y a plein de gens, en fait, la population où j'étais ne connaît pas ce que c'est qu'une autoroute, ils connaissent pas ce que c'est qu'un McDonald's, ils connaissent autre chose. Et ce autre chose m'intéresse. Donc, je pense que l'écrivain ne doit pas prendre pour acquis ce que nous donne la télévision, ce qu'on nous dit qui est ça. Donc, je pense qu'il y a autre manière de vivre. Il faut qu'on cherche. C'est ça, mais tout à dialogue l'heure, vous disiez, Jean-François Beauchemin, on va frapper un mur à un moment. Parce que là, il y a une telle dichotomie, un tel écartèlement entre, alors là, on a parlé de la ville, la campagne, mais là, on a parlé de l'Occident et de la diversité de l'univers. Ça vous donne pas le vertige? Ben oui, c'est vertigineux. Mais justement, c'est peut-être là le devoir de tout être humain, c'est de vivre avec ce vertige-là. Hein. On ne peut pas s'en dissocier, ça c'est sûr. Il faut vivre avec. Et je le dis pas par dépit, mais c'est un beau défi pour un artiste, justement, ça. C'est d'aller chercher, c'est de soulever encore là cette pierre-là, c'est d'observer ce monde-là qui court et qui crie et qui souffre. Et puis en tirer quelque chose pour l'avenir, justement. Pour un artiste, en fait, essentiellement, je pense que c'est le travail de l'artiste. Je vais vous citer la dernière phrase des Essais de Montaigne, qui dit « À mesure que la possession de vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. » Autrement dit, est-ce que vous voyez l'avance en âge simplement comme une usure et puis la catastrophe au bout du chemin, ou est-ce que vous voyez ça comme une occasion de développement, de création dans un monde aussi fatigant que le nôtre et accéléré que le nôtre? Je vois la vieillesse comme un recul, un dépassement de nos conditions d'urgence. Parce qu'on est dans des conditions d'urgence. Urgence. C'est-à-dire que si on peut prendre du recul, je pense qu'on devient beaucoup plus grand, on devient beaucoup plus sage, le mot que les philosophes aiment beaucoup, cette sagesse-là, c'est cette capacité de se libérer de l'orgueil de soi. C'est-à-dire on n'est plus à l'écoute des autres et puis on est dans l'élégance, on est dans la maturité, on est capable de voir parce qu'on n'a pas peur de la mort, parce qu'on a traversé ce fleuve-là, comme Jean-François peut-être qu'on l'a déjà visité ou qu'on l'attend. Et je me rappelle, je pensais à ma grand-mère, grand-grand-mère, mon arrière-grand-mère Da, et qui chantait une chanson en créole qui disait « La mort va venir, nous voilà. Quand viendra le temps de la mort, nous serons présents. » Mais effectivement, la mort n'est jamais venue parce qu'elle attendait la mort et elle chantait la mort, elle célébrait la mort. J'ai trouvé ça très, très élégant, cette grand-mère qui chantait la mort, qui voulait. Et puis, mais comme elle chantait la mort, elle n'avait pas peur de la mort. Et la mort n'est jamais venue. Elle vit toujours? Non, elle est morte. Finalement, la mort avait raison, la mort a raison. C'est le mur. Elle était face au mur. Mais il y avait quelque chose, en fait, dans ma culture. Ça veut dire, je suis haïtien dans ma culture. En fait, il n'y a pas des vieux et les jeunes. En fait, il n'y a pas cette cassure, vieillesse versus jeunesse, enfance. Non. Je pense qu'il y a une continuité, il y a une connexion. En fait, c'est le temps de donner, c'est le temps de l'épreuve. Le vieux, c'est celui qui transmet, c'est le temps de la transmission. En fait, je pense que les sages en Afrique, on dit que les vieux, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Vous voyez, donc le vieux est celui qui est là pour donner de son expérience, pour donner. Maintenant, on a des experts, mais on ne sait pas ce qu'ils donnent. Mais le vieux, il donne sur le temps, il donne sur la nature, il donne sur tout. Il donne sur l'âge, il donne sur sa traversée du siècle. C'est la beauté d'ailleurs de l'humanité. Un vieux chien ou un vieux cheval qui meurt, ou qui est près de mourir, il sait beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses, mais avec sa mort, tout disparaît parce qu'il n'a pas pu transmettre ça à sa descendance, ce qui n'est pas notre cas. C'est ça la beauté de la chose, d'être un être humain. Hein. On peut transmettre des choses. Et d'être un écrivain, parce que c'est finalement... Est-ce qu'un écrivain, c'est pas ça? Un passeur?
Un passeur, un transmetteur, tout sauf un communicateur. Un passeur de mémoire vive, je dirais. Et ce qui est bien aussi, c'est pas seulement sa mémoire, mais c'est la mémoire de l'autre aussi, c'est la mémoire des autres, la mémoire des grands-mères. Moi, je parle beaucoup de cette grand-mère qui m'a transmis une dignité. Cette grand-mère qui ne savait pas lire et qui m'a même appris à lire. Or, elle ne savait pas lire, donc ce qui est complètement contradictoire, mais elle savait, pour devenir un citoyen, pour devenir un être humain, ça passait par la lecture, ça passait par les livres. Et c'est quelque chose de fabuleux, donc avoir ça en mémoire, ça te rend capable de générosité. Et c'est ça qu'on a c'est comme des icônes dans notre culture, les personnes qu'on dit vieux, les personnes, c'est pas dans le sens de la marginalisation. Les vieux, pour nous, ce sont des trésors. On est loin de la ville bruyante et de la modernité dont on parlait tout à l'heure. Oui, forcément. Ça, c'est une autre culture, on le voit là. Hein? Malheureusement, c'est pas tout à fait ça qui se passe chez nous, hein, en Occident, et puis dans nos pays riches. Au contraire, les vieux, on les écarte. Ils deviennent encombrants. Je me demandais s'il ne faudrait pas initier davantage d'ateliers d'écriture. Parce que je constate que je rencontre de plus en plus de gens, vous savez que c'est ma spécialité, qui voudraient, qui sont sur le bord d'écrire l'histoire de leur vie, alors sans se prendre pour Hemingway, comme dirait l'autre, mais donc pas pour un succès littéraire, mais comme pour laisser une trace de l'essentiel de ce qu'ils ont pu accumuler au fil des ans, infuser au fil des ans. Ben, ça serait certainement intéressant, mais dans la mesure du moment où ces gens-là, qui ne sont pas des écrivains, n'ont pas d'ambition d'écrivain. Parce que c'est un métier en soi, hein. Il faut faut le rappeler aussi, là, comme chanteur en est un métier, comme sociologue en est un, alors écrivain, c'est un métier en soi qu'il faut apprendre. Bien sûr, tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'est pas écrivain. Alors, il faut se souvenir de ça. Bon, un dernier mot peut-être, Rodney, à ce propos-là. La responsabilité de la vieillesse, de l'écrivain, et aussi le fait que, en fait, ce qui souvent manque, et ce qu'on essaie de faire dans l'écriture, c'est vraiment la connexion, les liens intergénérationnels. Dans la modernité, ces liens sont brisés. C'est-à-dire, on voit les vieux comme dans des asiles de vieux, les jeunes dans des asiles de jeunes, ça a d'autres noms, les enfants dans des asiles d'enfants. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, quand je suis dans une cuisine haïtienne, de voir la grand-mère, la fille, la petite fille, vous voyez, 4 générations qui sont en train de se parler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ça aussi entre les mecs qui sont... Il n'y a pas de vieux, il y a des humains qui, entre eux, sont en train de négocier la vie. Et je pense que ces formes de vie sont... En fait, c'est ça que j'appellerais la modernité. C'est pas de trouver tout le monde sur des vieux dans un asile, sur le iPad, etc. On dit c'est beau, mais je vois rien de beau. C'est retrouver le sens humain à notre vie. En ce sens-là, un écrivain, c'est un éclairagiste. Hein? C'est quelqu'un qui met le projecteur sur ces choses-là qui sont belles. Alors, c'est le rôle de l'écrivain. On revient aux étoiles. Ouais. Voilà une belle façon de terminer en courbe l'émission. Vous remercier d'abord. Vous souhaitez un bon voyage à Paris au Salon du Livre et vous un bon retour dans vos terres d'écriture et d'invention, en espérant que votre admiration des étoiles sera toujours aussi féconde. Peut-être donc quelques livres à recommander. J'ai toujours dit que la bibliographie en question, ça n'est pas un tas de livres fournis par les services de presse d'éditeurs. Je trouve ça pas très intéressant. Juste donc un rappel, Jean-François Beauchemin, on a parlé de la fabrication de l'Aube chez Québec Amérique, c'était votre ancien éditeur. Cette année s'envole ma jeunesse. Vous voyez, j'ai fait une sélection pas très objective, mais en tout cas, moi, c'est les livres les plus musicaux. Jean-François Beauchemin, quelque part dans l'éternité. Alors ça, on tombe dans les calepins, là, davantage. Une enfance mal fermée, donc pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Et puis Rodney Saint-Éloi,
Haïti, Kembela, ça Oui, veut c'est dire bon, quoi? c'est bon. Tiens bon, tiens debout. Oui. C'est après le séisme. OK. Chez Robert Laffont, j'accroche, je t'écris cette lettre, récitatif au pays des ombres, c'est ça. Et j'ai un arbre dans ma pirogue, j'aime beaucoup le titre. Alors je vous remercie beaucoup. Merci. Et je donne rendez-vous à ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de cette émission pour un nouveau dialogue la semaine prochaine.